France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Bienvenue au Club. Après Revoir Paris d'Alice Vinocourt, il est à la tête du film d'Albert Serra, son nouveau film Pacifiction, Tourment sur les îles. Son personnage nous plonge dans les contradictions de Tahiti. L'acteur Benoît Magimel est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. 12h50, place au livre, tandis que les chefs d'État réunis en Égypte cherchent des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Deux anthropologues, Nicolas Nova, auteur de Exercices d'observation, et Vanessa Manceron pour les veilleurs du vivant, plaident pour une nouvelle économie de l'attention. Veillez sur le vivant, l'art et la méthode, de livres à mettre dans votre bibliothèque verte. Et vous, éveillez-nous, quelle lecture nous recommandez-vous ? Hashtag Book Club Culture. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Thomas Beau avec Jordan Fuentes à la technique. Sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, un représentant de l'État, le haut-commissaire de Roller, se retrouve confronté à une colère montante face à la rumeur d'une reprise des essais nucléaires. Dans Pacifiction, Albert Serra étire le temps, une longueur toute insulaire, bande-annonce. Vous êtes conscient que pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude. Regardez comme elle est belle, notre île. Oh, regarde ça. Oh, mon Dieu. Oh. Il y a le haut-commissaire qui est là, ouais. Ça fait des sensations, ça me change. On va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous. Je parle avec un représentant de l'État. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. J'ai vu beaucoup de marins dans l'île, là, et j'ai pas tellement confiance en ma hiérarchie. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart. Et il paraît fou, quoi. Il paraît fou. Fou comment? Nerveux? Vous savez, Chana, j'ai d'autres moyens pour ça. La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Ils pensent être les maîtres, mais ils contrôlent rien. Même moi, je contrôle rien. Des intérêts hostiles à notre pays commencent à être un petit peu trop présents. Pacifiction, Tourment sur les îles d'Albert Serra en salle le 9 novembre, c'est-à-dire mercredi. Il s'est fêlé une côte, il ne faut pas le faire rire, paraît-il. Bonjour Benoît Magimel. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais prévu quelques blagues, mais bon, je les remballe. Dommage. C'est dommage, on verra. Vous avez prévenu justement pour faire rire. On dit qu'on sort rarement indemne d'un long séjour dans les îles, moins seul que Robinson. Vous étiez en immersion avec toute l'équipe du film Pacifiction. Est-ce que vous vous êtes néanmoins senti changer vous-même durant le tournage ? C'est vrai qu'il faut une certaine mentale pour survivre, c'est vrai, c'est le terme. Moi, je me suis beaucoup amusé, puis j'ai beaucoup appris. J'ai découvert un peuple aussi, avec toutes ses contradictions. Et on est loin de tout, quoi. On est loin du monde, on est vraiment dans une bulle très violente et très douce en même temps. C'était une expérience particulière, singulière. Oui, ça l'était parce que je travaillais qu'avec des gens qui n'étaient pas acteurs. La façon dont travaille le metteur en scène est complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est ce qui me donnait très envie d'ailleurs. Je vous explique ? Ah oui. Alors, il met en place une situation avec des gens de l'île, dont chacun a une problématique. Une fois que toutes les caméras sont installées, la lumière, il me dit « tu y vas quand tu veux ». Ça veut dire en fait que je peux prendre un café tranquillement et puis y aller quoi, quand je veux. Et moi j'ai aussi une problématique et puis on laisse les choses se dérouler. Et il ne regarde pas ce qu'il filme, il écoute et il monte, il choisit ses images en fonction de ce qu'il a entendu. Et ça peut être déstabilisant pour certains et en même temps c'est très agréable. Ça se passe pas toujours comme ça sur un tournage. Non, pas du tout. Non, il y a un texte qui est écrit, un scénario bien précis. Et on vous donne le feu vert au moment d'y aller. Et vous y allez au moment de l'action, effectivement. Là, le scénario est toujours en écriture, en fait. Et il évolue en fonction des scènes qu'on a eu à faire. C'est de l'improvisation, certes.
Mais bon, c'est une connaissance du sujet, voilà, effectivement. En toile de fond, c'est vraiment les essais nucléaires, la reprise possible de ces essais nucléaires et toute la tragédie que ça a pu générer depuis des décennies dans cette île. Les uns pour, les autres contre, et surtout les dégâts que ça a pu causer, qui sont effarants, et puis l'absurde aussi, l'ignorance dont on fait preuve, parce qu'on ne sait tellement peu de choses sur cette partie du monde. Parce que quelqu'un croit avoir vu passer un sous-marin au loin, peut-être la tête du sous-marin. C'est possible. Oui. Et ça nourrit la rumeur. Et la rumeur, ça rend fou. On se tient au bord de la folie, comme on peut se trouver au bord d'un précipice, dit Albert Serra au Cahier du cinéma, qui parle de l'influence aussi du cinéma hollywoodien pour Pacifiction. C'est un film américain pour vous ? C'est très beau, c'est très esthétisant, c'est un film d'atmosphère aussi. C'est vrai qu'on parcourt un peu les genres en fait en regardant ce film. Parfois on est dans des films... on est dans un thriller, on est dans un film d'enquête, comme ça. Oui, il a une certaine dimension, en fait, sur tout ça. Visuellement, c'est très fort. Hein. Et c'est le personnage que vous incarnez, ce haut-commissaire, ce représentant de l'État français, ici, là-bas, à Tahiti. Et il est assez mystérieux. On ne sait pas trop si on doit l'aimer ou le détester. Il est à la fois grotesque, un peu clownesque, et en même temps, il est attachant parce qu'il est là, il vit avec les gens, il les écoute, il les cherche, il vit leur vie, la nuit, le jour. Il est tout ça à la fois. Comment, une fois encore, ce décor naturel, il a influencé votre jeu, il a nourri votre personnage ? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de jouer un politicien. Et c'est vrai que ce personnage, il est tout à la fois. On peut y trouver tout ce qu'on veut. De l'absurde, du dangereux, c'est tellement riche. Donc, il faut trouver les mots, en fait. C'est surtout une histoire de langage. C'est un numéro en perpétuelle activité, en fait. Mais il y a une sincérité, et puis en même temps, il est capable de tout donner et de tout reprendre. Il serait capable de disparaître du jour au lendemain, malgré tout ce qu'il a pu promettre. Le haut-commissaire, c'est quelque chose qu'on connaît assez mal en France. C'est un titre, c'est une fonction, c'est Dieu, en fait. Vous voyez, c'est Dieu dans une île comme Tahiti, et vous avez un pouvoir immense. Vous pouvez à la fois vous occuper, si vous le souhaitez, des problèmes de poules, des problèmes de voisinage, et aussi vous préoccuper des soucis les plus graves, des manifestations, des mécontentements, du mauvais ressentiment. C'est quelqu'un d'à l'écoute. Et il a besoin que le peuple lui fasse confiance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en campagne. C'est un militaire, c'est un poète, selon lui, ridicule. Voilà, en fait, quand on est là-bas et qu'on a du pouvoir, on pourrait être totalement libre, on pourrait être un empereur, vous voyez, et faire tout et n'importe quoi. Oui, c'est une figure presque monarchique, et on sait à quel point Albert Serra s'intéresse aussi au corps du roi. Absolument. Dans son précédent long métrage notamment. On le retrouve donc dans ces temps modernes, contemporains aujourd'hui, avec vous et ce rôle que vous interprétez, Benoît Magimel. C'est intéressant parce que vous dites il a fallu travailler la langue, il a fallu travailler le phrasé de ce personnage. Or, vous avez dû aussi travailler et bosser avec un réalisateur, Albert Serra, qui laisse une grande place à ses acteurs dans l'écriture in situ du film. Improvisé, ça s'apprend à s'inventer une langue, créer des répliques. Comment on fait ? Sur quoi on s'appuie quand c'est plus sur le texte ? Sur la rhétorique, sur le langage, sur des effets. Quand on écoute bien, finalement, il dit pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu du grand guignol quand même. Il s'agite, il se prend à la fois pour un metteur en scène et en même temps, il a une telle... Voilà, c'est comme le politicien, vous voyez, c'est des mots savants parfois qui donnent l'impression qu'il est préoccupé par la plupart des gens et finalement, il s'amuse en fait. Voilà, je pense qu'il est dans un grand cirque et il joue avec tout ça. Voilà, malgré les conséquences. Et il sait très bien que c'est un pion dans l'état, dans toute cette grosse mascarade en fait. Et pour lui trouver des mots, pour lui trouver une langue, vous vous êtes appuyé sur quoi ? Sur ma vie, quoi, sur tout ce que j'ai pu apprendre, d'entendre. Ouais. Voilà, c'est juste des mots qui sortent. Ça me rappelait aussi quand j'étais jeune acteur, j'entendais les gens autour de moi employer des mots comme magnifique, extraordinaire, stupéfiant. Il suffit de les mettre dans une seule phrase et c'est formidable. C'est formidable. Et ça fait un haut représentant, un haut commissaire de l'État, le commissaire de Roller que vous interprétez, Benoît Magimel, dans ce film d'Albert Serra. Il y a peut-être plus de ressemblance qu'on l'imagine entre le métier d'acteur et le métier de politicien, vous pensez ? Non, je crois pas, non. Peut-être que c'est juste
Mais je crois que la figure du politicien a énormément changé aujourd'hui. Hein. C'est plus du tout la même qu'on avait autrefois. Oui, mais là-bas, elle reste un peu archaïque, comme vous l'avez raconté très bien. Il y a ces résurgences du passé oui, aussi. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, cette préoccupation des autres, qui est toujours au centre de son discours, le besoin que les gens lui fassent confiance et qu'ils comprennent qu'en fait, il est là pour eux, pour leur bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire des palabres, alors que je pense qu'il en fait énormément. Mais il a quand même... C'est quelqu'un de sincère dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, et en même temps, un escroc pour moi. Donc c'est tout et n'importe quoi, ça peut être n'importe... Vous pouvez voir tout ce que vous voulez dans ce personnage. C'est une représentation du monde, peut-être complètement... un monde qui va pas bien, sûrement, je sais pas. Et en même temps, l'acteur, comme le politicien, doit s'adapter au milieu dans lequel il évolue. Il fait parfois des entorses à la règle, comme le comédien. Il y a un jeu de masque, un jeu de séduction aussi permanente. Hein. C'est vrai, mais il n'a pas de... Comment dire? Il n'a pas de... Il ne trahit personne, finalement, il se trahit lui-même, peut-être, il trahit les autres, mais non, ce que je voulais dire, c'est plutôt... Oui, il n'a pas son enjeu personnel finalement, c'est juste la stature d'être crédible en fait dans ce qu'il est. C'est un monarque, hein, qui tour à tour s'exerce à la fonction. Quoi, je sais pas, je me suis beaucoup amusé, ouais, je me suis beaucoup amusé. Comment on apprend à être crédible quand on est acteur? D'où ça tient, d'où ça vient d'un rôle à l'autre, la crédibilité d'un rôle? C'est le coup de bol, je pense. Oui, sur le berceau. Je crois pas du tout. Je crois qu'il y a une bonne étoile qui est venue saupoudrer une petite poule magique et qui donne le talent, je pense, ou voilà, quelque chose qui est fait pour être acteur. Voilà, je sais pas, moi, je crois que je suis pas sûr que ça s'apprenne totalement. En tout cas, je pense que c'est l'expérience de vie qu'on met au service de ses rôles. C'est ça le plus important. C'est son expérience qu'on met à chaque fois. C'est de jouer, dont on a peut-être croisé la route, qu'on connaît peut-être un peu, sinon ça vaut pas la peine de le faire. Si on les comprend, si on arrive à les... Je pense qu'on peut pas tout faire et tout jouer, hein, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose d'une résonance, de l'ordre d'une résonance intime, peut-être qu'à ce moment-là. Ou peut-être qu'il y a des tiroirs aussi. Ouais, attention à la côte cassée. Voilà, on a plein de tiroirs comme ça, et à chaque fois qu'on en ouvre un, ben, il y a un personnage qui sort. Le tout, c'est d'en avoir suffisamment pour pouvoir continuer à faire des films. Donc peut-être que la bonne fée s'est penchée sur votre berceau, mais ce qui est sûr, c'est que, entre-temps, une expérience de vie, des expériences de vie, vous en avez eu, et beaucoup. Vous vous sentez de mieux en mieux, d'un film à l'autre. Oui. À 20 ans, je disais, j'ai hâte d'avoir la quarantaine pour faire l'acteur, en fait. J'étais persuadé que c'est un âge où on se libère du superflu, hein, on oublie les fioritures, on incarne pleinement en fait ce qu'on fait. Et dans sa vie, on se connaît mieux, on sait un peu plus qui l'on est, voilà, c'est tout, et on a moins peur en fait. C'est ça l'expérience, ça permet vraiment de ne plus s'interroger en fait. C'est plus de l'instinct, c'est de l'incarnation. C'est ça, on n'a plus besoin de forcer, on n'a plus besoin de chercher, de se torturer la tête en se disant comment je vais faire pour accéder à telle ou telle chose. C'est là, c'est comme ça, voilà, vous l'avez dans vos bagages. Est-ce qu'on a vraiment moins peur? Parce qu'avec l'innocence que vous aviez au moment où vous avez commencé dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtilliez, vous étiez tout jeune et vous aviez l'innocence de l'enfance, hein, de celui qui va jouer, à être acteur. Avec le temps, on se rend compte que c'est aussi un boulot sérieux, avec des enjeux. Est-ce qu'on a vraiment moins peur? Moi, j'avais pas peur hein, quand j'étais minot. Hein. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en grandissant, la peur, c'est peut-être sur les interrogations qu'on fait en construisant une carrière. C'est une course de fond, donc on se dit, il faut faire des choix, faut pas être pressé. C'est plutôt cette inquiétude-là que vous allez voir dans le regard de beaucoup d'acteurs. Quel sera le film d'après? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais pouvoir continuer? C'est plutôt, on s'interroge là-dessus, et puis après, au bout d'un moment, on est plutôt on est en confiance. Moi, je joue beaucoup plus comme quand j'étais môme, en fait, aujourd'hui. Je m'amuse beaucoup plus. J'ai fait avec beaucoup de sérieux à une époque. On va vérifier, on écoute, on va regarder l'image. On est là sur chaque petit détail. Et puis, avec le temps, on se libère de tout ça, de toutes ces inquiétudes. Et maintenant, j'aime bien me marrer un peu avant, quoi. Le cinéma, ouais. Même avec les choses sérieuses, quoi. Surtout avec les choses sérieuses. Le cinéma d'Albert Serra, il passe beaucoup par le corps. On parlait du corps du roi tout à l'heure, mais on pourrait parler du corps de l'acteur, le vôtre. Il vous a trahi parfois, ou aujourd'hui vous avez le sentiment que vous pouvez jouer avec et le maîtriser totalement? J'ai fait le con parce que
il faut pas jouer avec le poids quand on a un certain âge, quoi. Après 40 ans, faire des régimes, maigrir, grossir, ce que j'ai fait pas mal depuis 10 ans, ça flingue un peu le truc, hein. C'est difficile après de reperdre. Le corps, il est un peu paumé, quoi. Donc là, c'est difficile de retrouver un peu un équilibre. Même avec des gens autour de vous, avec des diététiciens. C'est ce que j'ai vécu là récemment. Et c'est vrai que ça, je ne le referai plus, quoi. Aujourd'hui, je pense que j'arrêterai les excès. Pour des rôles, hein. Parce que j'ai fait La douleur d'Emmanuel Finkiel. J'ai été à 606 kilos, par exemple. Parce que quand j'étais jeune, j'étais très sec, j'arrivais pas à prendre de poids. Le jour où on passe 40 ans, on commence à grossir, là que ça devient très agréable. Et le fait d'être lourd, ça donne une sorte de stature, de force, tranquille, une présence. Quoi. Et l'image que j'ai, c'est, vous savez, dans les fêtes foraines, il y a toujours un punching ball. Vous mettez une pièce, vous tapez dedans, et vous mesurez votre force. À 20 ans, 30 ans, j'étais tellement sec que quand je tapais dedans, ça montait pas très haut. J'y suis retourné à 100 kilos et je dois dire que ça explosait le truc plus facilement, quoi. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Vous évoquiez La douleur d'Emmanuel Finkiel et ça c'est vrai, c'était en plus un rôle qui vous demandait de jouer presque 1000 personnages à la fois. C'était un rôle très complet. C'est vrai qu'on se rend compte que de film en film, vous êtes un acteur caméléon, pas parce que vous vous fondez dans le décor, on parlait de Tahiti à l'instant, mais parce que vous parvenez même dans un seul film à interpréter plusieurs personnages à la fois, hein. Comment on devient, comment on arrive à passer justement dans un même rôle presque à un personnage différent à chaque fois? Ce côté caméléon, comment vous le... C'est tout ce que je voulais. Moi, c'est tout ce que je voulais faire jeune. Et une année, j'avais fait un gosse de riche sur la Côte d'Azur et puis un ouvrier qui travaille le charbon dans l'est de la France. Et ce grand écart, en fait, c'est ce qui me plaisait. Je voulais pas jouer ce que je suis, je voulais pas être un acteur de caractère, en fait. Je voulais être un acteur qui puisse être multiple. Je crois qu'on est multiple, en fait, dans la vie. Je crois que l'homme est fait de contradictions. On peut être violent, extrêmement doux. Et on est fait de ça, en fait. Il n'y a pas de violence sans douceur, il n'y a pas de force sans fragilité, je veux dire. Donc, en fait, c'est vraiment de jouer sur ce quoi on ne s'attend pas, en fait. L'évidence, en fait. Moi, mon expérience de vie m'a montré que dès que j'avais imaginé des gens, dans des fonctions, des personnages, dans une vie, c'était jamais ce que je m'étais imaginé. Ouais. C'est jamais. Et la réalité est beaucoup plus forte que la fiction, en général. Parfois, il faut même ajuster un peu. Donc, être multiple, c'est comme Châtilliez, vous voyez, quand j'ai fait le film de La vie est un fleuve tranquille. C'est un gosse qui vit dans les quartiers difficiles, qui retourne dans une éducation bourgeoise et qui s'y plaît et qui arrive à faire semblant extrêmement bien. Donc, en fait, ça a toujours été là, je crois. Il est fou ce film quand même, parce que autant d'années après, alors qu'on est une génération à avoir grandi avec, on continue à le montrer à nos enfants. C'est vraiment un film qui a marqué et qui continue à marquer le cinéma français et les imaginaires, hein. Oui, certainement. Il y a des films comme ça qui restent et qui durent, qui sont universels, qui parlent en fait. Je sais pas. Alors, je pourrais pas l'analyser, mais... Vous, il vous a pesé à un moment, ce film, ce rôle ? Ou jamais. J'ai eu la chance de jamais avoir de grands emballements en fait sur ma carrière, hein. On m'a jamais sacrifié sur l'autel. Vous voyez, jamais eu de succès comme ça, délirant, quoi. Je me souviens d'un gamin qui avait fait un film qui s'appelait Au revoir les enfants et qui a arrêté le métier parce que je crois que ça l'a submergé, quoi. Ça a été trop violent pour lui, quoi. Je pense, hein, je présume. Et c'est vrai que ça, c'est jamais très bon. Faut monter l'escalier, vous voyez, petit à petit, tranquille, faut pas se presser. Et je pense que ça permet de relativiser aussi les choses, quoi. Alors, il y a une réalisatrice presque aussi dingue que l'espagnol Albert Serra, qui a quand même compté dans votre parcours, dans votre filmographie, c'est Emmanuelle Berco, qui vous rappelle à chaque fois, presque de film en film, elle vous retrouve. Elle vous a peut-être même remis le pied à l'étrier à un moment où vous aviez besoin de vous aventurer ailleurs. Avec elle, vous avez tourné La tête haute, La fille de Brest, de son vivant, encore sorti il y a 2-3 ans. Emmanuelle Berco, elle vous a appris quoi ? Non, juste l'amour, l'affection, quelqu'un qui croit en vous, qui veut vous sublimer, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Je sentais dans son regard le besoin qu'elle avait de me rendre meilleur. Vraiment le meilleur possible. Une fois, elle s'était énervée parce qu'elle pensait que j'étais pas investi. Et elle disait, mais là, il faut que ça monte, quoi. Je veux montrer que tu es comme si... Voilà, c'est ma sœur, c'est quelqu'un que j'aime profondément. J'ai même peur que maintenant ça s'arrête après de son vivant. On a fait un film tellement
tellement puissant que on se dit toujours, est-ce qu'il y aura quelque chose encore à partager? En tout cas, ce qu'on partagera, c'est notre amitié, je crois, toujours. Pacifiction d'Albert Serra en salle mercredi. Et Tahiti n'est pas juste un paradis exotique, on le voit bien dans le film. C'est aussi une île où les tensions sociales sont fortes, le chômage, l'avenir des jeunes et les blessures engendrées sur les corps et les esprits par les essais nucléaires. Dans les années 60, 70, 80 et 90, bien sûr, la responsabilité de l'État français qui est évoquée très clairement dans le film, avec la peur de ces essais qui reviendraient. Alors la France, amie ou ennemie, face à deux rollers, le personnage que vous interprétez, un natif de Polynésie. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf. Et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je suis pas au courant de tout ce qui se passe là? Qui sont tes amis? Tu crois que je suis venu ici sans savoir? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok? Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Hein. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Ah bon? Ah, ça t'étonne? Eh bien, le peuple, il a quelque chose à dire, justement maintenant. Quand la raison d'État s'oppose aux intérêts des populations, Benoît Magimel, on l'entend bien dans cet extrait, c'est un film d'atmosphère, Pacifiction, on le disait, mais c'est aussi un film politique pour vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on rencontre des personnages qui ont un besoin de parler de leur vie, de leur tragédie en fait. Voir qu'un peuple comme ça qui perd son identité à ce point, dont certains se battent avec tellement de grande vigueur pour qu'elle existe encore. On voit l'évangélisation de l'île aussi qui est surprenante. Il y a tellement de choses comme ça qu'on découvre qui vous heurtent. Et cette personne qu'on entend, c'est une de ces personnes-là. Et vous voyez ce que je lui dis, c'est vraiment un langage de chef mafieux presque. De mafieux, oui, c'est ça. Encore une fois, il dit n'importe quoi. Donc, il le dit bien, hein. Il le dit bien. Il sait comment faire pour retourner les choses. C'est terrible. Mais vous savez, moi, je me souviens d'un témoignage. On me disait, vous voyez, cette personne, elle a chopé un cancer... très certainement dû aux essais nucléaires. Aujourd'hui, ce qui la soigne, c'est l'argent du nucléaire. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce dialogue se retrouve presque tel quel dans le film. Hein. La manière de jouer avec les arguments aussi, et de dire que l'État français a été là pour soigner également. 95, c'est récent, hein, c'est pas si vieux que ça, moi je me rappelle. Mais on l'a pas vécu dans la métropole comme ils l'ont vécu chez eux, quand on n'avait pas les infos. Benoît Magimel est notre invité jusqu'à 12h30, de Tahiti à Madagascar. C'est tout de suite l'actu musicale avec Sofiane Pamar.
Il voyage toujours beaucoup, compose à l'étranger, s'imprègne de l'esprit des lieux. Le pianiste Sofiane Pamar sera à l'Accor Arena à Paris le jeudi 17 novembre et en tournée jusqu'à juin prochain dans toute la France où vous pourrez notamment le retrouver, l'écouter au Théâtre Antique de Vienne. Un livre raconté pour ce film, vous le dites, Benoît Magimel, c'est celui de l'ex-femme de Marlon Brando, ses mémoires, où elle raconte à la fois ce pays, cette île et ce vécu qu'elle a pu avoir. Moi, votre rôle et le film d'Albert Serra m'a fait penser au dernier roman, Fénois, de Patrick Deville, qui s'était isolé sur les îles polynésiennes pour vivre une expérience absolue de solitude pendant 3 mois et qui disait cette cabane qu'il avait prise au bord du lagon. Je me couchais avec les crabes au coucher du soleil, je me levais avec le soleil qui apparaît sur le lagon. C'est ce qu'il y a de plus beau, le lever du jour en Polynésie. Et vous, quelle image garderez-vous ? Il y en a beaucoup, mais oui, certainement, ces paysages, enfin, c'est la mer, le soleil qui se lève ou qui se couche, les gens, voilà, l'âpreté, enfin, il y a tellement de choses en fait qui nous éveillent, qui nous étonnent. J'ai pas vu la carte postale. En revanche, on était confinés, donc Tahiti, c'est très éloigné de ce qu'on imagine. Un film, c'est des images, mais ce sont aussi des mots. Je vous ai demandé si vous pourriez nous lire éventuellement cet extrait des méditations du poète britannique John Donne, qui ressemble et qui parle beaucoup presque de ce rôle que vous interprétez dans ce film. Oui, je veux bien. C'est vrai que vous avez parlé de solitude, mais c'est le cas en fait. Cette solitude, elle est dingue en fait. Et ce personnage, il est toujours seul. Bon, alors, donc John Donne, méditation. Nul homme n'est une île entière en elle-même. Tout homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Si une motte de terre était emportée par la mer, l'Europe en serait diminuée. Aussi bien que si c'était un promontoire. Aussi bien que si c'était le manoir de tes amis, ou le tien propre. La mort de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain. Et en conséquence, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Merci beaucoup, Benoît Magimel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pacifiction est en salle mercredi. Bonjour Sébastien Thème. Bonjour Olivia. Au menu, au sommaire de notre book club aujourd'hui. Un book club pour observer et préserver le vivant, la nature, avec 2 anthropologues, Vanessa Manseron et Nicolas Nova, qui nous apprennent à étendre nos champs d'observation et via notre hashtag Book Club Culture, continuer d'enrichir de vos recommandations notre liste de livres qui changent notre rapport au vivant. On va ouvrir grand les yeux et les oreilles à partir de 12h50 avec vous Sébastien Thème. Merci.